Bien, bonjour à tous. On remercie Coralie Mounet et moi-même, les organisateurs, de nous avoir invités. Donc, on va donc parler en français. J'espère que... On remercie aussi le traducteur. On va essayer de parler lentement. Donc, on vous remercie de nous écouter sur une conférence que l'on va faire à propos des traces, à partir de notre point de vue de géographe. Alors, pour vous raconter un peu notre collaboration, on travaille sur cette question à peu près depuis une dizaine d'années. Et on s'est rendu compte qu'on travaillait chacun de notre côté sur les traces, à partir de notre terrain d'étude, à partir de notre terrain respectif. Et puis, en discutant, on a vu qu'on pouvait travailler ensemble. C'est ce que l'on a fait. Et donc, on va vous présenter un peu les résultats de notre réflexion, une réflexion un peu sur à la fois épistémologique, et puis on a fait aussi un terrain empirique, une démarche empirique. On vous présentera nos terrains respectifs un peu après. Mais pour reprendre le fil de notre discussion avec Coralie, de notre réflexion, on s'est rendu compte aussi qu'une lecture nous avait marqué. C'est ce qui vous a été envoyé, je pense. C'est un article célèbre d'un historien italien qui s'appelle Carlo Ginzburg. Et il traite dans cet article de ce qu'il a appelé le paradigme indiciaire, le paradigme de l'indice. Alors Ginzburg, je ne vais pas faire une exégèse de son travail, mais pour vous raconter un peu le contenu de cet article, de son approche, on peut dire que Ginzburg est connu notamment chez les historiens pour être un des fondateurs d'une école de pensée en histoire qu'on appelle la micro-histoire, micro-historia. Et son approche est fondée sur une lecture très fine des archives. Il s'intéresse notamment, il le dit à plusieurs reprises, aux détails, aux indices infimes, menus, qui échappent d'habitude aux grands récits historiques de ses collègues historiens. Bon, cette école a été fondée à peu près dans les années 70, elle a été très, très importante dans les années 80. Et il y a eu des grands débats théoriques, notamment avec l'école des Annales en France. Et donc, il a fondé toute une épistémologie de l'histoire, fondée sur le détail, l'indice. Il va suivre des personnages historiques insignifiants. Par exemple, il a écrit tout un bouquin sur un meunier du Frioul, donc une région italienne au XVIIe siècle. Il a écrit sur les procès de sorcellerie aussi en Italie au XVIIIe siècle, à cette période. Et donc, il fait varier les points de vue, il fait varier les témoignages, et surtout, ce qui nous intéresse en tant que géographe, il fait varier les échelles d'observation, en insistant surtout sur les micro-échelles, sur les individus et l'échelle vraiment micro-locale. Et dans cet article, signe, trace, piste, sur le paradigme indiciaire, il pose les bases méthodologiques et épistémologiques de sa pensée. Et il va faire de la trace un concept central, à la fois un outil méthodologique, mais aussi et surtout, ce qui va nous intéresser, il va faire de la trace un mode de connaissance, un moyen de connaissance, de savoir, à part entière et complexe, qu'il estime être au fondement même des sciences humaines et sociales. Dans cet article, il prend des exemples, des cas d'études en histoire de l'art, chez un historien de l'art, Morelli. Il va évoquer aussi le cas de la médecine et de la psychanalyse, avec évidemment Freud. Il va prendre aussi des exemples chez des personnages littéraires. Et le plus célèbre, un des plus célèbres d'entre eux, c'est Sherlock Holmes, spécialiste des traces, évidemment, des indices. Et il montre qu'il y a un même raisonnement chez ces scientifiques ou chez ces personnages qui sont reconnus pour être perspicaces. Donc c'est à partir d'infimes détails, d'indices invisibles à la plupart d'entre nous, que l'on peut
que ces connaisseurs analysent, interprètent, et ces traces permettent de révéler des phénomènes beaucoup plus généraux, plus importants. Et donc l'indice et sa trace matérielle est la manifestation concrète de quelque chose qui s'est produit, qui est passé, qui s'est passé ou qui est passé, mais dont il reste toujours quelque chose. Et c'est ce petit quelque chose qu'il faut interpréter. Donc on peut définir la trace, en première approximation, comme la conséquence matérielle d'une action passée, ou d'un corps, d'un individu qui est passé. Et là, il rejoint une réflexion épistémologique plus importante, plus générale, en faisant de la trace l'élément central d'un mode de raisonnement que l'on appelle le raisonnement abductif, l'abduction. L'abduction qui a été théorisée par un linguiste, Peirce, puis après par un sémiologue célèbre, que vous voyez ici en photo, un collègue compatriote, Umberto Eco. Comment on définit l'abduction, par opposition à la déduction et l'induction? L'abduction, c'est un raisonnement qui débute des effets, et on va essayer à partir des effets de remonter jusqu'à la cause. Donc des effets, on peut en inférer les causes. Des conséquences, on peut en inférer, on peut remonter jusqu'aux causes de production. C'est ce que permet de faire la trace. C'est le témoignage de ce qui s'est passé. Et à partir de la trace, on peut remonter à des phénomènes plus importants, plus généraux. Et donc, Carlo Ginzburg va nous dire que ce raisonnement abductif par la trace est au fondement des sciences humaines et sociales. Que ce soit en histoire, mais dans les autres sciences humaines et sociales aussi, et même en médecine, chez les critiques d'art. Mais c'est aussi une façon de raisonner pour un détective, pour un policier, à la recherche d'indices. Donc, tous ces savoirs, tous ces savoir-faire sont liés à ce raisonnement abductif. Et il va nommer ces savoirs les disciplines indiciaires, les savoirs indiciaires, fondés sur l'indice et la trace. Et il va les opposer à ce qu'il a appelé les savoirs galiléens. Bon, il va prendre un personnage scientifique historique, un célèbre, Galilée, qui est un des précurseurs de la méthode expérimentale inductive. Donc il va opposer les sciences indiciaires aux sciences galiléennes, qui sont hypothético-déductives ou expérimentales, inductives, qui sont considérées dans l'histoire des sciences comme les sciences nobles, par opposition aux sciences indiciaires qui ont toujours été disqualifiées dans l'histoire des sciences, dans l'histoire et l'épistémologie des sciences. Enfin, et c'est l'élément déclencheur de notre réflexion avec Coralie, c'est que Ginzburg émet une hypothèse. Il nous dit que les savoirs indiciaires, en fait, sont très anciens, très archaïques. Il nous dit que le savoir indiciaire pourrait avoir une origine synégétique. Synégétique, c'est-à-dire liée à la chasse. Il nous dit que dès la préhistoire, les êtres humains ont, pour la chasse, eu l'obligation d'avoir ce type de raisonnement indiciaire, fondé sur la trace. C'est nécessaire au chasseur qui traque son gibier et qui ensuite raconte son récit aux autres membres du clan. Donc ce qu'on a voulu faire avec Coralie, c'est prendre au sérieux l'hypothèse de Ginzburg, la travailler, notamment en essayant de l'alimenter par des recherches empiriques sur le terrain, des recherches concrètes. Et on s'est dit que la trace, on allait l'analyser à partir essentiellement de sa dimension matérielle, sa dimension première qui est matérielle. Et on a défini notre approche comme une approche géo-ichnologique. La géo-ichnologie. C'est un terme un peu barbare, hein, qui vient du grec. Bon, ichnos, c'est la trace en grec. Et donc, c'est une discipline qui s'intéresse, enfin une discipline, c'est un peu vite dit,
Bon, en tout cas, on essaye de s'intéresser à la trace en tant qu'elle s'inscrit, cette trace, sur le sol, dans le paysage, dans l'espace. Donc à partir de sa dimension matérielle, concrète. Voilà pour cette introduction générale. On va essayer donc, dans un premier temps, dans une première partie, de vous présenter rapidement nos terrains d'études, qui sont très différents, vous allez le voir. Ensuite, on va définir ce que l'on entend par l'approche matérielle de la trace, la matérialité de la trace. Dans un troisième temps, on montrera notre grille d'analyse, un peu les résultats de nos enquêtes, en mettant en évidence les caractères spécifiques de ces connaissances par trace. Et enfin, on verra que ces traces, vous verrez qu'on va prendre des exemples très spécifiques, mais on peut aussi très bien travailler sur les traces dans notre monde contemporain urbain, et notamment dans nos villes. On abordera les traces quotidiennes qui sont omniprésentes, même dans nos villes. Je laisse la parole à Coralie qui va présenter nos terrains. Alors, on a deux terrains bien différents, mais malgré ces différences, ils montrent des points communs, notamment par le biais de ce questionnement sur la trace. Alors, mon terrain porte sur les Alpes françaises et s'intéresse à la manière dont les spécialistes des animaux sauvages, que sont les naturalistes, les chasseurs, etc., acquièrent des connaissances sur ces animaux. Ces spécialistes s'appuient sur la lecture des traces qui sont laissées dans différents substrats, que ce soit la neige, la boue, etc. Ils suivent ces traces pour différentes raisons. Il s'agit de pister l'animal, soit pour arriver à le voir, à le photographier, à le tuer quand il s'agit de chasseurs, ou à acquérir de la connaissance, dénombrer le nombre, par exemple, de loups, etc. Donc, je ne sais pas si je vais trop vite. Je m'intéresse à des situations diverses, avec depuis des chasseurs de sangliers, par exemple, qui suivent les sangliers dans un objectif de chasse, aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc en France, qui est l'office qui notamment acquiert des données sur les animaux sauvages. Et donc ces agents-là pistent les animaux, et notamment les loups, pour récolter des indices de présence de ces loups, qui sont des empreintes, mais aussi des crottes, etc., des scènes de prédation. Pour estimer le nombre de loups en France. Et puis pour déterminer aussi les zones où ils sont, les zones spatiales où ils se trouvent de manière permanente. Et puis aussi, je m'intéresse aux naturalistes qui vont suivre des loups pour leur passion, qui vont suivre des ongulés sauvages. Donc les ongulés sauvages, c'est les chamois, les chevreuils, les cerfs, notamment pour récolter des bois de cerf. C'est des pratiques qui sont chez les naturalistes. Il y a des naturalistes qui cherchent des bois de cerf qui tombent à terre, etc. Cette lecture des traces se fait, alors contrairement à ce que va dire Laurent dans son terrain, dans un espace qui est plutôt assimilé au monde sauvage, bien que sauvage domestique soit plus complexe que ça, mais bon, plutôt aux aires naturelles. Ah oui, j'avais oublié les petites devinettes. Donc on vous a mis des photos de traces, et je vous propose de dire de quel animal il s'agit, si vous voyez. Un lièvre, ouais. Un lièvre. Et à droite, ouais, c'est un chamois. C'est un chamois. La petite dernière, sanglier. À toi.
Alors, pour ma part, je travaille dans un tout autre contexte, dans un contexte désertique, saharien. Donc je travaille notamment au Niger, au nord du Niger et au nord du Tchad, où j'ai enquêté sur les savoirs, sur les traces, la lecture des traces chez les nomades. Les nomades Touareg au Niger, ou les nomades Toubou au Tchad. Donc c'est un terrain particulier qui est lié au sable. C'est un milieu sablonneux, sableux. Et le sable enregistre assez bien, comme la neige ou la boue sur les terrains de Coralie. Le sable enregistre assez bien les traces. Et on verra que la connaissance des traces chez les pasteurs nomades, chez les éleveurs nomades, est reconnue. C'est une activité omniprésente. Alors, en quoi consiste la lecture des traces chez les pasteurs nomades? D'abord, il s'agit de retrouver des animaux domestiques qui sont laissés sans surveillance dans les pâturages. Et donc, parfois, il faut aller les retrouver. Et donc, on suit leurs traces pour retrouver ces animaux, pour les amener au puits, pour leur donner du sel, etc. On peut aussi rechercher une trace pour retrouver une bête égarée ou volée. Ça, c'est une autre activité qui est très répandue. Et le point important, sur lequel on reviendra, c'est qu'un bon éleveur connaît tous ces animaux à partir de la trace, de leur trace. Donc, un éleveur peut avoir des centaines de bêtes, dromadaires, chèvres, brebis, et il les connaît individuellement par leurs empreintes, par leurs traces. Donc ce sont des animaux domestiques, contrairement aux animaux sauvages de Coralie, familiers, et que l'on connaît individuellement. Et puis on suit les traces des hommes aussi, pas seulement des animaux. Et on connaît également, individuellement, chaque empreinte de tous les hommes du campement ou du village. Et là encore, on suit les traces des hommes. Par exemple, quand quelqu'un est parti et on veut le rattraper, ou quand on suit un voleur, par exemple, pour le rechercher, ou alors pour surveiller aussi en interne les gens du campement ou du village. On verra cette dimension de surveillance par les traces, qui est essentielle. Donc chez les nomades, la connaissance par les traces relève d'un savoir-faire omniprésent, empirique. C'est un savoir quotidien et très précis, très pointu. J'ai aussi enquêté sur la question de la langue. Le lexique, la langue touareg, donc le tamashek, est une langue très riche sur la question des traces. J'ai comptabilisé une douzaine de termes pour nommer les différents types de pistes ou de chemins. Une dizaine de mots pour désigner plus précisément les empreintes. Au moins 7 verbes évoquent l'acte de suivre une trace. Alors, avant de vous présenter quelques résultats, je voudrais revenir quand même sur notre réflexion épistémologique sur la trace. Je vous ai dit, c'est un savoir qui a longtemps été disqualifié, sous-estimé, par opposition aux sciences galiléennes, comme nous dit Carlo Ginzburg. Et donc, on ne trouve pas de manuel sur les traces, de manuel scientifique. On ne trouve pas de traité. Et on trouve aussi très peu de travaux empiriques, très précis, sur la lecture des traces. Donc ça reste du domaine plutôt du savoir-faire, de la connaissance pratique, empirique. Ça n'a jamais été, ou très peu, érigé en connaissance rationnelle, scientifique, etc. Et donc ça nous a mis un peu dans l'embarras, puisque la trace est évoquée souvent de façon très métaphorique, c'est très polysémique. Et donc, mis à part Ginzburg, il y a très peu de théorisation de la trace. C'est un savoir qui est très fragmenté, très éclaté. On peut retrouver quelques manuels d'écologie qui identifient les empreintes des animaux. Mais là encore, on a discuté avec ces écologues et c'est très difficile pour eux de faire admettre qu'il puisse y avoir une science des empreintes animales en écologie, en biologie. Il existe évidemment des ouvrages de police scientifique aussi sur l'identification
par les empreintes digitales, par exemple. On reviendra sur ces types de connaissances. En tout cas, il n'y a pas de définition consensuelle de la trace, c'est employé souvent de façon très métaphorique, on reviendra. Et donc en creusant, on s'est rendu compte que ce savoir, historiquement, a longtemps été déclassé comme une forme de savoir-faire pratique, qui ne peut pas constituer une discipline scientifique. C'est un peu moins vrai au Moyen-Âge. Il y a beaucoup de littérature synégétique, de traités de chasse, avec une connaissance très pointue. Mais là encore, ces livres ont été publiés par des chasseurs et pas par des scientifiques. En fait, historiquement, dans la chasse à courre, dans la vénerie, les traces sont associées au servage, aux valets. C'était les valets avec les limiers, avec les chiens, qui analysaient les traces. Par contre, les nobles qui étaient à cheval, eux, ne s'abaissaient pas à les regarder par terre. Donc vous voyez que même socialement, historiquement, les traces sont associées, sont synonymes d'infériorité. Enfin en tout cas de vassalité, de servage, voire même de subversion, puisque les empreintes, les traces ont souvent été associées aux braconniers, aux contrebandiers, aux brigands. Donc c'est la science qui est liée plutôt, enfin pas une science, mais un savoir lié à la ruse, à l'intelligence pratique. Avant que ce soit reconnu, évidemment, par l'identification criminelle comme un savoir utile pour la police, où là il y a eu un renversement. On est passé d'une ruse de bandit à une ruse de policier. Et puis c'est un savoir qui a souvent été considéré comme étant l'apanage des orientaux. Bon, quand on dit orientaux, c'est plutôt notamment la civilisation arabe, les bédouins, les nomades arabes. Et quand on regarde les sciences arabes médiévales, il y a une science... Oh, non, c'est pas là. Ah oui, si c'est indiqué, c'est la Qiyafat el-Attar, c'est la science des traces, qui a été formalisée au Moyen-Âge arabe. Mais là encore, c'est considéré comme une science secondaire par rapport aux sciences nobles, que sont l'astronomie, les mathématiques, etc. Mais en tout cas, ça a été beaucoup plus rationalisé. La trace, c'est aussi un motif symbolique, littéraire et religieux, que l'on peut même qualifier d'universel. Et là encore, les mythes, si on remonte à la Grèce antique, le personnage qui est le plus représentatif de la lecture des traces, qui a été analysé par deux historiens français connus, Vernant et Détienne, c'est Hermès, le dieu Hermès, qui est spécialiste de la science des traces. Et Hermès, c'est le spécialiste de la métisse, ce que les Grecs appellent métis, c'est-à-dire la ruse, l'intelligence pratique. Et la science le savoir sur les traces, c'est la métisse, c'est l'intelligence pratique, de savoir se sortir de toutes les situations par l'intelligence du contexte. Et c'est très valorisé aussi dans toute la littérature orientale, arabe, perse. Moi qui ai travaillé chez les Touaregs aussi, le héros mythologique des Touaregs, qui s'appelle Adigouran, est aussi spécialiste de la lecture des traces. Et on retrouve sur les rochers des montagnes sahariennes des gravures qui représentent ces sandales, ces empreintes, comme vous voyez sur la photo. Et je disais, un motif religieux universel. Toutes les religions, animistes ou monothéistes, valorisent aussi les empreintes, les traces. Il y a une dimension magique, sacrée. Pourquoi ? C'est que l'empreinte, la trace, permet d'accéder au corps qui a disparu, au corps sacré, du Dieu ou de la divinité. Et donc ça fait l'objet de vénération. Mais les traces aussi font l'objet de magie noire, de sorcellerie, puisqu'à partir des traces, on peut aussi atteindre l'individu. Là, ce que vous voyez à droite, la montagne, c'est le pic d'Adan, au Sri Lanka, Ceylan, qui fait l'objet de pèlerinages de la part des bouddhistes, des hindouistes, des chrétiens et des musulmans, religions monothéistes et polythéistes. Les uns disent qu'il s'agit de l'empreinte que vous voyez qui est en bas,
qu'il s'agit du pied de Shiva ou de Vishnu, pour les hindous. Les autres disent que c'est les pieds de Bouddha. Les autres disent que c'est Adam à la sortie de l'Éden, pour les chrétiens et les musulmans. Ou même les chrétiens disent que c'est saint Thomas. Au centre, vous voyez une photo de l'empreinte du prophète Mahomet à Istanbul. En haut à gauche, l'empreinte du Christ à Rome. Et en bas à droite, l'empreinte de Bouddha en Thaïlande. Et puis, évidemment, vous avez aussi beaucoup d'empreintes du diable. Là, par exemple, dans les photos que vous voyez en forêt, c'est dans les Vosges, en France. Donc, il y a aussi tout un folklore lié en Europe, lié à ces empreintes. Et puis, les artistes, évidemment, c'est un motif aussi artistique, esthétique. Les artistes se sont évidemment emparés des traces, des empreintes et des traces. Bon, ici, vous avez une photo de Richard Long. Donc, dans le land art, dans les performances artistiques, les empreintes sont beaucoup utilisées. Mais bon, on peut faire remonter ce travail à partir des empreintes depuis la préhistoire, depuis les mains négatives, les mains positives et négatives. Les mains négatives, ce sont des empreintes. Toutes les techniques de moulage sont aussi des empreintes. Et dernier point, je vous ai dit que les traces sont très valorisées dans la littérature orientale, et un des contes médiévaux les plus célèbres dans tout l'Orient, c'est-à-dire tout le monde arabe, perse et même indien, c'est le conte qui relate les aventures des 3 fils du roi de Serendip. Serendip, c'est l'ancien nom de Ceylan, Sri Lanka, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce conte a été... Et donc, il a été traduit, et on trouve beaucoup de variantes chez les Perses, chez les Arabes, etc., jusqu'en Afrique aussi. Et il a été traduit en France et en Europe aussi à partir du XVIIe siècle. Et par exemple, Voltaire, avec Zadig, va aussi s'inspirer de ce conte-là, pour raconter aussi la lecture des traces, puisque les 3 princes de Serendip se sortent toujours des mauvais coups, des pièges qu'on leur tend, grâce à leur intelligence pratique, grâce à la lecture des traces. Ce sont des spécialistes des traces. Pourquoi je parle de ce conte, qui est resté très célèbre? C'est qu'un écrivain anglais au XVIIIe siècle, puis ensuite un épistémologue américain, Merton, au XXe siècle, ont repris ce conte et en ont fait aussi une démarche scientifique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sérendipité. C'est un mot très à la mode, peut-être vous en avez entendu parler. On l'utilise beaucoup aujourd'hui dans les médias, dans la pub, etc. C'est le fait de découvrir quelque chose par hasard. On appelle ça la sérendipité aujourd'hui. C'est de trouver quelque chose d'autre de ce que l'on cherchait. C'est très utilisé dans l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment Internet aujourd'hui. Et donc ça vient d'un vieux conte persan qu'on attribue du XIIe siècle, je crois, et qui relate donc des aventures de lecture des traces. Donc vous voyez, on est passé des empreintes de dromadaires au XIIe siècle, en Perse, jusqu'à aujourd'hui aux traces numériques sur Internet. Alors, je disais une science des traces qui a longtemps été disqualifiée dans l'histoire des sciences. Pourtant, à partir du XIXe siècle, une science des traces va apparaître, notamment à partir de la paléontologie et de l'archéologie, à travers les empreintes fossilisées, qui sont devenues très durables et qui s'inscrivent sur le sol dans certains contextes très particuliers. Donc ces empreintes sont quand même relativement rares. Et ça va permettre, avec l'étude aussi des ossements, de définir notamment des espèces disparues, comme évidemment les dinosaures. Et puis des espèces humaines aussi disparues. Les traces les plus connues, c'est celles de l'Aitoli en Tanzanie, qui ont des traces d'Australopithèques de 3,5 millions d'années, qui ont été étudiées dans les années 70. Et aujourd'hui, il y a toute une science des traces fossiles développée en paléontologie, en archéologie, chez les préhistoriens. On retrouve aussi des traces ce que vous voyez ici, dans certaines grottes qui ont eu la chance d'être restées inviolées. C'est le cas, par exemple, de la grotte Chauvet en Ardèche,
où on retrouve des parcours d'individus datant de 36 000 ans. Et même aussi d'autres animaux, évidemment, les ours des cavernes, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui très étudié. Et puis, une discipline des traces aussi, qui s'est développée dans la police scientifique. Quand est-ce qu'on a considéré que, notamment les empreintes digitales, surtout des mains, mais aussi des orteils, des doigts de pied, pouvaient être un moyen d'identification des criminels? On considère que c'est Herschel, un administrateur colonial en Inde, qui le premier aurait utilisé cette méthode pour faire signer ses administrés, donc les Indiens. Et il se serait inspiré d'une méthode bengalaise, du Bengale, qui était courante à l'époque. Et ensuite, ça a été systématisé par Galton au XIXe siècle. Et aujourd'hui, les empreintes digitales, ce qu'on appelle les dermatoglyphes, sont un des meilleurs moyens d'identifier les criminels, puisque chaque empreinte digitale est spécifique à un individu. On analyse toutes les lignes papillaires que vous voyez. Bon, on identifie 3 types de lignes papillaires, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a aussi ce que vous voyez en rouge, des points spécifiques, que l'on appelle des minuties. Et à leur tour, les archéologues aussi s'inspirent des méthodes policières. Là, j'ai travaillé en Ardèche dans des grottes ornées où on retrouve des traces d'ocre posées par des hommes de la préhistoire, et on retrouve même des empreintes digitales d'il y a 20 000 ans. Et on a essayé d'utiliser les logiciels de la police pour essayer d'identifier s'il y avait une ou plusieurs personnes. Malheureusement, les résultats n'ont pas été très bons, puisqu'on n'a pas pu retrouver dans les empreintes la même empreinte. Donc il y avait plusieurs individus. Et puis, la notion de trace, aujourd'hui, elle est très utilisée à partir de ce que l'on appelle la traçabilité. Tous les dispositifs de contrôle des objets, des corps, que l'on appelle, parce qu'il y a un moyen technique qu'on appelle la traçabilité. Mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Et je passe la parole à Coralie, qui va définir plus précisément ce que l'on entend par trace. Oui, alors après cet état des lieux, enfin de ce qu'il y a autour de la trace, dans les recherches bibliographiques qu'on a faites, on s'est rendu compte qu'il y avait... la trace est une notion très polysémique. C'est ce qui est très pratique, c'est du coup tout le monde peut mettre ce qu'il veut aussi. Il faut que je parle lentement. Mais voilà, on a identifié au moins 9 définitions possibles de la trace selon les auteurs. La première étant l'empreinte matérielle, dans laquelle qu'on mobilise dans nos travaux, cette dimension matérielle. Mais également, la trace, c'est synonyme de quantité infime, de détails, ce qui a été dit en introduction. C'est également... c'est pas... Bon, c'est une mauvaise traduction. C'est une marque... désolée pour le brand, c'est pas du tout bon. C'est une marque laissée par une action passée, un coup qui peut être à la fois psychique, affectif, etc. C'est également cette dimension de mémoire, de traces du passé, qui peut être aussi liée avec la dimension patrimoniale. On n'a pas mis Vincent Deschambre, mais qui participe. Désolé, c'est Paul Venn, il n'y a pas de S, désolé pour la coquille. Ben, il n'y a que des coquilles dans ce diapo. La trace également comme indice, donc ça, Laurent en a parlé pas mal en introduction, autour de Ginsburg. La trace comme signe, lorsqu'on se place notamment dans le champ de la sémiotique.
la trace comme ligne, si on fait référence à Ingold ou Derrida, et enfin la trace comme déchet, avec notamment Michel Serres, qui montre comment le déchet est une appropriation de l'espace. Alors nous, comme l'a dit Laurent, on appréhende la trace dans sa matérialité. Alors, quand on parle de matérialité de la trace, c'est un peu paradoxal, puisque la trace n'est pas vraiment matérielle, elle est en creux, puisqu'elle est le résultat du passage d'un corps sur un substrat, d'un corps en mouvement, et puis elle est même... Tim Ingold parle de nature soustractive de la trace, puisque les corps emmènent aussi de la matière avec eux lors de leur passage. Donc quelques éléments, on a voulu mettre quelques éléments de définition ou de caractéristiques de la trace avec sa matérialité. Donc d'abord, je l'ai dit, la trace est liée à la mobilité. C'est d'abord une empreinte, de manière ponctuelle, c'est la trace d'un pied ou d'une patte, mais c'est aussi un itinéraire qui est formé par la suite linéaire d'empreintes, et également autour de cette suite d'empreintes, c'est également les indices de passage, les indices de présence, dont j'ai parlé notamment sur les crottes, l'urine, les scènes de prédation, etc. Voilà. Deuxième élément, c'est que cette trace est non intentionnelle. Alors on peut avoir des traces intentionnelles quand c'est du marquage de territoire, mais là c'est du marquage de territoire. Je pense par exemple, encore une fois, parce que c'est ça qui me vient en tête, les loups qui vont marquer par les fesses leur territoire, mais là on est dans le marquage. La trace est essentiellement non intentionnelle, c'est ce qu'on laisse derrière soi sans y prêter attention. Elle est également éphémère et instable. Voilà, c'est ce qui nous distingue de cette matérialité de la trace. Cette trace matérielle distingue de la marque qui se sédimente, etc. Elle est éphémère et labile parce qu'elle dépend du substrat sur lequel elle s'est imprimée. Et voilà, quand on a un substrat changeant, une chute de neige avec de la neige qui fond, de la pluie qui lessive les sols, le vent qui bouge, qui change le sable, etc., etc. Alors, la trace également implique un rapport spécifique au temps et à l'espace. Et puis également à l'être qui est suivi, que ce soit un animal ou que ce soit un humain. D'abord, en termes de temps, de temporalité, la trace permet une connaissance qui est différée dans le temps et dans l'espace de l'être qui est suivi, puisqu'il n'y a pas de coprésence entre la personne qui suit et le pisteur et le pisté. Peut-être que je vais trop vite là. Donc on cherche à l'atteindre par les restes de son passage, par les vestiges de son mouvement, et donc ça engage en fait les trois temporalités, passé, présent, futur. Quand on suit une trace, on reconstitue les événements passés à partir de ces indices. Et puis également, à partir de cette compréhension du passé, on va pouvoir se projeter dans le futur, notamment pour atteindre cet animal ou cet humain qu'on suit, en anticipant la vitesse, la distance parcourue, le temps écoulé entre la lecture et le passage de l'être suivi. Donc finalement, cette trace, ces connaissances par trace, constituent des moyens de connaissance qui sont indirects et qui sont non invasifs, en tout cas pour les animaux ou même les humains qui sont poursuivis.
La trace engage également une relation spécifique à l'espace. C'est un savoir sur l'espace. Il s'agit de lire donc l'espace, le paysage, mais c'est également un savoir dans l'espace qui se développe en situation et qui est lié à une expérience, une connaissance intime des lieux, une écoute et une expérience du milieu. Là, on retrouve l'attention à l'environnement de Tim Ingold, la connaissance dans l'immersion, dans l'expérience, dans l'environnement. Et puis, c'est un savoir qui produit aussi des effets de pouvoir. Ça permet de suivre, de poursuivre, mais aussi d'identifier et de surveiller le mouvement des êtres. Et il y a notamment deux grandes particularités dans cet effet de pouvoir. C'est qu'il s'applique sur les corps en mouvement. Et c'est un pouvoir qui peut être individualisant. Je te laisse la parole sur le pouvoir. Ces deux grandes particularités sont aussi au fondement de la question de la traçabilité, puisque la trace est toujours un pouvoir individualisant et qui s'applique sur des corps en mouvement. C'est pour gérer les flux, gérer les mouvements. Et là, on fait référence aussi à Foucault. Deux exemples sur la question du pouvoir, de la surveillance à partir des traces. Un exemple historique et puis un exemple contemporain sur mon terrain au Sahara. Alors, je vous cite ici un certain Laurent Labruyère, qui était très connu à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi? C'était un des braconniers les plus connus. Et puis, il a été plusieurs fois emprisonné, etc. Et il a été libéré sous réserve qu'il divulgue tous ses secrets. Et donc, il a publié un manuel de contre-braconnage sur les ruses du braconnage mises à découvert. Et donc, après, il a travaillé pour le compte de Clermont comme garde-chasse. Vous voyez, il est passé de l'autre côté. Et donc, à travers cette citation que je vous laisse lire, on voit bien ici ce qu'a dit Coralie sur l'expérience des lieux, la connaissance intime du contexte climatique, du paysage, etc. Et on voit bien aussi la finalité, pour lui, c'est que les traces, ça permet de surveiller. Et notamment d'observer s'il y a un étranger, s'il y a une incursion dans le territoire familier. Puisque dans un territoire familier, on connaît toutes les traces. Dès qu'il y a une trace nouvelle, ça veut dire qu'il y a une incursion. Soit un animal étranger qui est venu, soit un homme qui est connu. Et donc, il y a des méthodes aussi pour surveiller en interne. On inspecte notamment tout le pourtour et on voit si une trace est rentrée. C'est en fait aussi bien qu'un mur, qu'une clôture. Alors je donne maintenant un exemple contemporain. Quand je suis allé dans un village de semi-nomades Touareg, au Niger, on m'a dit ça après coup, plusieurs jours après, mais on m'a dit la première chose qu'ont fait notamment les vieux du village, les personnes âgées, qui sont très expérimentées, c'est de ne pas aller à ma rencontre pour me voir, pour me saluer, mais la première chose qu'ils ont faite, c'est regarder mes empreintes, mes traces de pas. Pourquoi? Parce que ça leur permet de m'identifier. Et en fait, ils ont pu retracer tout mon parcours. On a pu savoir tout ce que j'ai fait dans le village pendant les 2 semaines dans lesquelles j'étais. Chaque jour, on savait dans quel campement, sous quelle tente je suis allé, etc. L'identification se fait d'abord par les traces, avant le visage, avant la parole, etc. Bon, ça, évidemment, on m'a expliqué ça après. J'avais rien à me reprocher, donc ça va. Mais il y a beaucoup de techniques que j'ai analysées sur les méthodes pour notamment retrouver des voleurs, par exemple. Et quand on sait qu'un voleur, par exemple, pour se cacher, est rentré dans le village, avec des bêtes, par exemple, qu'il a volées, il y a des méthodes d'encerclement de ce village, et on suit, comme a fait Laurent Labruyère, on regarde, on inspecte tout le pourtour du village, pour voir si le voleur n'est pas reparti du village. Et pendant ce temps, on négocie avec le chef du village pour que ce voleur rende les bêtes qu'il a volées. Donc c'est des exemples de stratégies d'encerclement, de surveillance par des frontières invisibles, grâce aux traces. On peut aussi surveiller dans des lieux stratégiques, des passages stratégiques.
Par exemple, dans des lieux de passage, des couloirs pour le bétail, on va balayer chaque jour, chaque matin, non, plutôt chaque soir et chaque matin, pour voir s'il n'y a pas des gens ou des animaux qui sont passés. Et donc, c'est grâce à cette surveillance que l'on voit s'il y a des incursions sur le territoire. Bon, et puis, il y a des méthodes aussi de contre-braconnage, je l'ai dit, pour tromper la vigilance de ceux qui lisent les traces. Ça, c'est la ruse. Par exemple, on va se faire passer pour un animal en utilisant des semelles, vous voyez, adaptées, ou alors on utilise ce qu'on appelle des sabots ou des sandales inversées. C'est-à-dire que le talon est à l'avant. C'est-à-dire que les gens vont suivre à l'envers les traces. Ouais, donc il y a plein de... Il y a la ruse de celui qui lit les traces, mais il y a aussi la ruse de celui qui essaye de déjouer celui qui lit les traces. Bon, j'ai essayé d'étudier toutes ces méthodes-là utilisées pour contrer notamment les voleurs. Et ces chaussures avec empreinte animale sont aujourd'hui utilisées pour entraîner les chiens de chasse, on appelle ça les chiens de sang, qui doivent retrouver les animaux blessés. Et donc on leur apprend à suivre une piste, et c'est utilisé pour les chiens, pour l'entraînement de ces chiens. Là, c'est un peu la présentation du terrain et comment on a essayé d'avoir une grille de lecture de nos terrains, de nos deux terrains. Donc on a établi une grille avec 3 dimensions dans la connaissance de l'animal par le biais des traces, c'est un peu artificiel de faire des catégories, mais voilà, c'est bien sûr mouvant, mais l'idée c'est d'essayer d'organiser un peu. Avec la première catégorie qui est une dimension odologique, donc qui vient de l'étymologie odos, le chemin, la voie. On appelle ça également une dimension trajectorielle, dans la trajectoire ou navigationnelle de la navigation. Cette dimension de la connaissance par trace, c'est ce qu'on a dit, c'est un savoir situé, pratique, qui se produit dans le mouvement, dans la navigation, et qui se produit dans l'ici et le maintenant. Donc c'est une pratique linéaire de l'espace, mais qui peut aussi avoir une dimension territoriale, qui peut déboucher sur une dimension territoriale lorsque, notamment, les traces deviennent des marques dans un espace spécifique. Les traces deviennent des marques dans le sens... Ah zut, j'avais fait un... Voilà. Donc voilà, donc la dimension odologique, la dimension territoriale quand les traces deviennent des marques et à cause de leur récurrence dans le paysage. Cette récurrence des itinéraires donne à voir des territoires familiers, vécus et appropriés des humains ou des animaux. Donc elle se produit, cette connaissance par trace se produit dans l'ici, mais elle contient l'épaisseur historique des traces qui sont en quelque sorte sédimentées, ou en tout cas qui ont marqué le paysage. Et puis une dimension générique, qui est un savoir qui peut s'appliquer à l'ensemble des territoires, et pour lequel le temps et l'espace sont stabilisés. On a des liens à des traces passées, dans des espaces passés. Donc c'est un savoir qui tend à être théorisé, c'est la connaissance qu'on a en ichnologie, des empreintes, des différentes espèces, etc. Et puis également des lieux favorables pour trouver de manière générale tel ou tel animal sauvage, par exemple. Donc c'est sur un gradient de stabilisation de l'espace et du temps. Et puis on a essayé de découper selon l'approche qu'on a, soit une entrée par les corps, quand ça s'approche d'une connaissance des individus animaux, quand on individualise la connaissance, et donc ça relève plutôt du domestique, c'est encore discutable, ou une entrée par l'espace, qui est plus une attention au paysage et à la manière dont ça s'inscrit dans le paysage, et qui est plus du domaine du sauvage.
Donc on va développer un petit peu, donner un peu des exemples pour chacune de ces catégories. On va un peu accélérer là-dessus. Mais c'est à toi, pardon. Je vais prendre. Bon. Alors d'abord, premier point, c'est la question du substrat dans lequel les traces s'inscrivent. Alors tous les substrats n'impriment pas les empreintes. Par exemple, pour la neige, c'est une neige fraîche de moins de 10 cm qui imprime les meilleures traces. Dans le désert, le sable aussi des dunes est trop mou, ou alors le sable de la latérite est trop dur. Donc vous voyez, ce n'est pas tous les matériaux qui permettent d'imprimer de bonnes traces. Deuxièmement, les traces, on l'a dit, sont éphémères. Ça dépend là encore de la modification de la qualité du substrat. La neige, elle fond, ou la neige, elle gèle, elle durcit. Et donc ça déforme toujours les traces. La boue aussi, elle sèche, elle durcit. Et donc il y a toujours une déformation des traces qu'il faut prendre en compte. Le vent, il balaye le désert. Donc là encore, ça émousse les traces. Donc ça devient, avec le temps, de plus en plus difficile à analyser, à interpréter finement. Et puis en plus, il y a les superpositions de traces aussi. Donc il faut voir quelle est la plus ancienne. Donc il y a tout un palimpseste qui rend aussi difficile l'interprétation. Toute trace est vouée à disparaître. Toute trace est labile. Et plus on attend, plus elle est difficile à interpréter. Sauf des cas exceptionnels, comme on a vu avec la fossilisation. De fait, les traces matérielles que l'on analyse ne sont pas archivables. Et donc on fait la différence avec la traçabilité, avec les marques qui, elles, s'inscrivent, sont durables, sont archivables, sont partageables, sont durables. Et puis, les traces restent quand même difficiles à analyser pour tout le monde. Il y a des spécialistes. Même s'il y a des savoir-faire qui sont mobilisés, ce n'est pas partagé par tout le monde. Il y a des gens qui sont plus spécialistes que d'autres, plus experts. D'ailleurs, quand il peut y avoir plusieurs interprétations, il peut y avoir débat, et on fait appel à des spécialistes qui viennent. En tout cas, une trace, ça engage toujours, pour celui qui lit la trace, ça engage les sens. On utilise évidemment la vue, mais aussi on peut utiliser le toucher, l'audition, voire même le goût ou l'odeur. Donc ça engage toujours les sens. Et on peut prolonger l'engagement corporel des sens par l'utilisation d'animaux, par exemple des chiens. En fait, les traces, elles ne signifient rien en soi. Elles n'ont pas d'ontologie propre. Elles sont toujours traces de quelque chose. Et il faut non seulement, c'est ce que vient de dire Laurent, il faut non seulement savoir les repérer, savoir les identifier, mais il faut savoir également ce qu'elles signifient, il faut savoir les mettre en récit, en fait, les interpréter. Et cette mise en récit est très, très importante. C'est là qu'il peut y avoir des interprétations différentes. Mais voilà, il s'agit notamment de déterminer qui est passé, combien, quand, comment, et de savoir, pour savoir, d'être capable de se projeter sur le lieu où l'être vivant qui est pisté se situe à ce moment-là. Donc juste quelques exemples pour aller vite et pour qu'on ait le temps de faire les lignes de désir. Donc qui, alors c'est pas, voilà, on peut à l'échelle au niveau des animaux sauvages, on va identifier plutôt, déterminer l'espèce, ce qui est pas si évident que ça. Par exemple, entre un chien et un loup, on le détermine pas juste à une empreinte, on le détermine sur une voie. Un loup va avoir une voie rectiligne, alors qu'un chien va avoir tendance à avoir une voie qui est sinueuse et il va un peu divaguer.
En revanche, du côté du terrain de Laurent, où on est sur des animaux domestiques, non, j'ai pas mis, on est plutôt dans l'identification des individus, c'est ce qu'il vient de dire. On est capable d'individualiser à la fois les animaux domestiques, mais également les hommes qui sont dans les villages. Et c'est cette familiarité avec les lieux et l'intimité avec les gens qui se vivent à travers les traces, comme l'a dit Laurent. Combien ? Eh bien, pour reprendre encore l'exemple du loup, c'est pas si évident non plus, parce que les loups, dans la neige notamment, se déplacent à la queue leu-leu. C'est le terme étymologique, l'origine étymologique, et donc ne font qu'une trace. Et ce n'est que lorsque on suit longtemps et quand il y a un obstacle, un virage ou un obstacle, que là on voit se déployer ce qu'on pensait être une seule trace d'un seul loup. Une trace d'un seul loup devient une trace de 5 à 6 loups. Et là on peut arriver à dénombrer. Quand ? Alors là, on va savoir si la trace est fraîche ou non. Dans le Sahara, c'est ce qu'on avait dit, s'il y a une présence de vent, s'il y a des traces d'insectes ou un ensemble de traces qui sont venues se superposer qui indiquent si la trace est plus ou moins fraîche. De la même façon, dans les traces fraîches dans la neige, elles vont être plus nettes que de la neige, des traces qui sont plus vieilles et sur lesquelles la neige a fondu, regelé, fondu, etc. Et là où on va avoir des traces qui vont plus être tout à fait nettes et fraîches. Je vais trop vite. Comment ? Alors, l'empreinte permet, alors selon si on est plutôt au Sahara ou plutôt sur les animaux sauvages dans les Alpes, l'empreinte permet d'identifier l'allure, déjà, ça, la vitesse de l'animal, la vitesse de l'individu poursuivi, donc l'allure, mais aussi on peut arriver à déterminer son poids, son âge, son sexe, son état de santé ou encore la présence ou non de charge sur les animaux domestiques. Donc, l'interprétation, ça arrive après. L'interprétation et la mise en récit, c'est ce qu'on disait sur ce comment notamment, nécessite d'adopter le regard de l'animal, comme le dit notamment Jamie Lorimer, d'adopter le regard de l'animal et de se mettre à sa place pour essayer de comprendre à la fois son comportement, la survenue d'événements, voire son intentionnalité. Est-ce que l'animal est en train de manger ? Est-ce qu'il est en train de se déplacer, de fuir face à un danger, ou est-ce qu'il est pourchassé, etc. Donc on a des traces, on a également des indices. Là, on voit des traces qui sont laissées par les cerfs quand ils grattent avec leur bois sur les arbres. On voit alors quand c'est des forestiers qui parlent, ils disent des dégâts. Donc les grattis sur les arbres. On voit aussi des traces de labour, j'en ai pas mis en fait. On voit aussi les traces de labour ici. Également des traces de prédation, enfin en tout cas d'herbivorie, de ronces mangées par des herbivores et des labours faits par les sangliers qui cherchent sous terre des vers ou des bulbes. Et puis des scènes de prédation, comme le raconte cet extrait d'entretien. C'est un jeu de comprendre ce qui s'est passé avec des petites traces de sang, une hermine qui passe, enfin voilà. Donc on reconstitue la scène de prédation. Et où maintenant, c'est être capable de dire où est-ce que est l'animal. Alors, juste là-dessus, juste un point autour de cette question d'encerclement qu'a raconté Laurent. On retrouve cette même technique d'encerclement, par exemple, dans les chasseurs qui essaient d'identifier où sont les sangliers.
lorsqu'ils prennent un chien qui fait le pied, on appelle ça faire le pied, c'est-à-dire un chien qui le matin va suivre les odeurs, les traces des sangliers, il va identifier un endroit où ça rentre dans un massif, et là ils vont faire le tour du massif pour voir s'il n'y a aucune trace qui sort, et à ce moment-là, si aucune trace sort, ils savent que les sangliers sont là et ils vont pouvoir revenir. Donc à la dernière partie, pour vous montrer que dans nos sociétés urbaines, on mobilise aussi la question des traces. Oui, donc ce dont on a parlé de pistes ou de traces qui sont alors voilà, lorsqu'on est dans la dimension territoriale de notre grille, puis la dimension générique, la dimension territoriale, on se rend compte que les traces qui sont marquées par les usages des animaux et par extension des humains créent des pistes qui marquent le paysage. Et donc les traces d'usage, les pistes sont des traces d'usage humain ou d'usage d'ordre humain ou animaux. Et puis on a une comparaison avec les routes qui sont, elles, des pistes institutionnelles, quoi, qui sont des voies plutôt d'État et qui sont des voies de cheminement proposées et qui ne sont pas forcément des lignes d'usage. Enfin bon, c'est à voir. Mais une conclusion hâtive à partir de cette dichotomie entre pistes et puis routes, ça serait de dire que dans l'espace naturel, on a des pistes et des cheminements qui sont libres, qui sont ouverts, et puis dans les espaces aménagés urbains, il n'y aurait que des routes qui contraignent la mobilité et la circulation. Mais justement, on voulait montrer que les questions de cette idée, cette conclusion hâtive n'est pas forcément vraie. D'une part, on a des formes de routes dans les espaces naturels, avec notamment dans la gestion des espaces protégés, on a une canalisation des flux touristiques sur seulement des sentiers qui en deviennent des routes, en fait. Et on a ce programme Leave No Trace qui pousse au bout cette logique de canalisation des flux touristiques. Bon, on va passer vite là-dessus parce que c'est pas le... Et l'autre exemple, c'est les lignes de désir en milieu urbain qui montrent qu'on a des lignes d'usage qui se passent en milieu urbain et qu'on a justement toute cette connaissance, ces connaissances par trace qu'on vous a détaillées, eh bien, on peut l'appliquer sur nos usages humains dans des milieux aménagés. Oh, ça c'était impressionnant. Alors, qu'est-ce que sont ces lignes de désir en milieu urbain? Bon, c'est une expression qui est aujourd'hui beaucoup utilisée dans les médias, qui est apparue chez les paysagistes et urbanistes, notamment nord-américains, à partir des années 80. Notamment quand il a fallu réaménager Central Park. Donc il y a eu tout un plan de réaménagement lorsque le parc était très dégradé. Et donc on a tracé des chemins nouveaux à travers le parc en laissant faire pendant un moment les gens, en les laissant marcher. Et on s'est rendu compte que ces lignes d'usage, on pouvait les formaliser et donc ensuite en faire des chemins. Et donc on a évoqué cette notion de lignes de désir. Alors comment les définir? Bon, vous voyez ici quelques exemples. Il y a une définition possible. Une définition simple, c'est de dire que ce sont des sortes de sentiers, comme on trouve dans les milieux naturels, sauf que là c'est en milieu urbain. Ce sont des sentiers informels en milieu urbain. Plus précisément, on peut dire que ce sont des traces de cheminement qui s'inscrivent dans le sol par un usage répété. Usage répété de piétons, de gens qui marchent, mais ça peut être aussi d'autres modes de locomotion, d'autres modes de transport doux, comme les vélos, je sais pas, les skateboards, les poussettes, etc. Et donc ils apparaissent spontanément, à la faveur d'un substrat qui est propice. C'est bien sûr pas, on ne peut pas avoir sur le macadam, sur le goudron, des lignes de désir. Elles apparaissent surtout sur les pelouses.
dans les parcs, dans les terrains vagues, à travers les parterres fleuris ou les haies, comme vous voyez sur la photo ici. Et donc ça résulte du passage répété de locomotion ordinaire, d'activités quotidiennes des citadins. Alors, généralement, c'est une piste qui traverse un parc, comme vous voyez ici. Ou ça peut être un passage qui forme un raccourci. Notamment le cas qui est le plus représentatif et le plus fréquent, c'est ce que vous voyez sur la photo, la grande photo ici en bas, c'est lorsque cette ligne de désir coupe un aménagement, une rue ou des chemins qui sont aménagés et qui forment un angle droit. Évidemment, le piéton, il ne va pas faire cet angle droit, il va couper. Donc ça, c'est le cas qui est très fréquent. Mais on ne peut pas limiter les lignes de désir aux trajets les plus courts, aux simples raccourcis, aux trajets les plus directs. Par exemple, une ligne de désir, ça peut être un itinéraire plus commode, plus accessible. Par exemple, en évitant un obstacle, comme ici, pour les vélos. Par exemple aussi, plus accessible quand les trottoirs sont dégradés, comme vous voyez ici. Par exemple, quand il n'y a pas de continuité des aménagements entre deux passages piétons, comme vous voyez. Ou par exemple, quand l'intermodalité entre la marche et le vélo n'est pas assurée, n'est pas pensée par les aménageurs, les urbanistes. Autre obstacle, par exemple, c'est on évite un escalier. Donc vous voyez, ça peut être un itinéraire plus commode, plus accessible, on peut éviter un obstacle, une voie ferrée, un tunnel aussi, ou alors ça peut être tout simplement plus agréable, plus esthétique. Par exemple, on va marcher au bord d'un lac, ou on va marcher sous les arbres, un parcours ombragé, etc. Alors, pourquoi utiliser cette notion de ligne de désir, et notamment cette notion, ce mot de désir qui semble particulier? On insiste, en employant cette expression, que ces lignes sont la manifestation de la circulation libre, spontanée des individus, des citadins, par opposition aux aménagements qui contraignent, qui canalisent, comme l'a dit Coralie, la circulation, qui imposent un trajet. En ce sens, on peut dire que ces lignes de désir sont aussi des lignes de contestation des aménagements. Elles mettent en lumière l'inadaptation de certains aménagements urbains. Par exemple, je l'ai dit, lorsque les trottoirs sont absents ou discontinus, sont inadaptés à la marche ou au vélo, quand ils font des détours, ou à l'inverse, et c'est le cas très fréquent, lorsque les aménagements prennent des formes géométriques, notamment les angles droits. Les angles droits qui sont coupés par les marcheurs. En fait, les lignes de désir, c'est plutôt des courbes. Dans la marche, on fait plutôt des courbes, plutôt que des lignes droites. Et donc des blogueurs, des journalistes, c'est très fréquent aujourd'hui dans les dans les réseaux sociaux ou dans certains médias, on retrouve ce genre de photos. Certains utilisent donc ces lignes de désir, les photographies ou même les cartographies pour dénoncer un urbanisme qui est inadapté aux citadins. Un urbanisme fonctionnel, fondé aussi sur le tout automobile, par exemple, en oubliant la marche ou d'autres modes de transport doux. Et donc certains vont même conclure en disant que les traces sont démocratiques et que les pieds sont contestataires, voire anarchistes, puisqu'ils s'affranchissent des infrastructures contraignantes, normées, planifiées, imposées par le haut. Et donc les traces manifesteraient une dimension de résistance discrète des citadins contre l'ordre établi. Ça exprime ce que Michel de Certeau, un sociologue français, appelle les arts de fer tactiques, une résistance passive, on pourrait dire, des habitants. Et puis ça dénote aussi une réappropriation citoyenne, une démarche participative de l'urbanisme, puisque des habitants militants dénoncent les aménagements existants ou les projets, en révélant les lignes de désir, qui sont des pratiques vécues, libres,
Alors évidemment, certains services d'urbanisme, certaines mairies prennent en compte aujourd'hui les lignes de désir. Ça rentre aussi dans les pratiques professionnelles de certains paysagistes, urbanistes, architectes, etc. Et donc, on essaye de les prendre en compte pour mieux adapter la ville à la marche, aux mobilités douces, en faisant par exemple des trottoirs en forme de courbe, ou des passages piétons aussi en forme de courbe. Mais la plupart du temps, ces lignes de désir sont plutôt considérées comme des pratiques d'incivilité, des pratiques de braconnage, on pourrait dire, qui dégradent le cadre de vie. Et donc elles font l'objet de politiques répressives. On y met des barrières. On essaye d'empêcher leur correction, on essaye de les supprimer. On ajoute une signalétique, etc. Et puis un autre cas, et on finira là-dessus, très spécifique, qui est lié à un contexte climatique particulier, d'autres traces qui apparaissent lorsqu'il y a notamment des épisodes neigeux dans les villes. Et là, ça produit aussi beaucoup de traces dans la neige. Et donc, les chutes de neige dans la ville révèlent à la fois les traces de circulation automobile, mais aussi les traces des piétons. Et puis, la neige est tassée par le passage répété. Et en fait, on se rend compte qu'avec la neige, c'est tout le paysage urbain qui est redessiné, toute la voirie qui est redessinée, puisque la neige dissimule en grande partie les aménagements urbains et la voirie. Notamment, le point important, c'est que les rues, les routes sont comme rétrécies, puisque la circulation se fait en suivant les traces des autres véhicules. Et par contre, ça élargit l'espace piéton, l'espace public. Les voitures, en plus, sont plus lentes, donc il y a plus de sécurité, et les trottoirs, notamment, sont élargis. C'est pourquoi on appelle ce phénomène les snakedown, que vous voyez écrit ici, snakedown. Bon, ça a été créé il y a quelques années par, là encore, des blogueurs et journalistes. Et snakedown, c'est une contraction de snowy, donc la neige, et neckdown, donc les avancées de trottoir en français. Et cela insiste donc sur les gains d'espace au profit des piétons et au détriment de la voiture. Et donc certains s'amusent à prendre des photos, à sortir dans la rue ou depuis leurs appartements, une vue d'en haut, et à redessiner, à faire de nouvelles propositions d'aménagement pour redonner de l'espace public aux piétons ou aux mobilités douces, en disant que vous voyez, les voitures n'ont pas besoin d'autant d'espace, d'autant d'emprise spatiale. On peut proposer de nouvelles formes d'aménagement au profit de l'espace public, des piétons, etc. Donc on va jusqu'à cartographier, faire de l'infographie, etc. Et là encore, les services d'urbanisme, les municipalités, aujourd'hui, utilisent les réseaux sociaux et font appel à ces adeptes des snakedown. Par contre, d'autres disent que non, ces propositions, et donc par exemple, là, vous avez à Philadelphie un carrefour qui a été modifié à partir des snakedown. On a fait un petit îlot. Bon, là, c'est un exemple un peu... Ça ne va pas changer tout l'aménagement urbain, mais bon, voilà, quelques exemples. Mais beaucoup de municipalités disent, bah non, ça réduit le nombre de parkings, on ne peut pas faire ça pour des questions de sécurité, pour les pompiers, la police, etc. On ne peut pas rétrécir les rues et redonner plus d'espace public, donc on ne change pas. Pour conclure, juste un point. Merde. Bon. Non, c'est ça. Ce qu'on voulait que... On voulait insister sur 3 points. D'abord, la trace, c'est un indice matériel. On peut l'appréhender dans sa dimension primordiale première, dans l'hypothèse de Ginzburg, à partir d'une approche matérielle. Ensuite, que la trace est un moyen de connaissance spécifique. Et enfin, la trace, c'est aussi un dispositif de surveillance, de pouvoir, des êtres en mouvement. Voilà un peu notre approche spécifique. Si vous voulez en savoir plus, on vous renvoie à un numéro spécial que l'on a coordonné avec une introduction et un article dans la revue de géographie française qui s'appelle l'Information géographique. Et puis, si vous voulez voir des lignes de désir, vous pouvez regarder dans le campus, vous en trouverez, ou dans vos villes, vous en trouverez immanquablement. On vous remercie pour votre attention et puis on attend vos questions. Merci. Et merci aux traducteurs aussi. Ouais.